Je tremblais encore après 14 heures de travail acharné quand mon mari a baissé les yeux vers notre fils nouveau-né et a dit, avec la voix la plus glaciale que je lui ai jamais entendue, « Fais un test ADN. Ce bébé ne peut pas être mon fils. » La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais à peine soulever ma tête de l'oreiller de l'hôpital, mais je me souviens avoir serré mon bébé plus fort contre ma poitrine tandis que l'infirmière se figeait à côté du moniteur et que ma mère, debout près de la fenêtre, avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait de couper le souffle. 5 jours plus tard, le médecin est entré dans ma chambre d'hôpital, a jeté un regard à mon mari et a pâli. « Verrouillez la porte », a-t-il chuchoté. « Appelez la police tout de suite. » Camille Laurent avait toujours cru que l'humiliation arrivait bruyamment, avec des cris, du verre brisé, des mots cruels jetés à travers une pièce. Elle n'aurait jamais imaginé que la plus grande humiliation de sa vie arriverait silencieusement, sous les néons blafards d'un hôpital, tandis que la neige tombait doucement contre les fenêtres de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. La chambre sentait encore légèrement l'antiseptique et les couvertures chaudes. Les machines bipaient à un rythme lent et régulier. Son corps lui faisait mal d'une façon qu'elle n'avait jamais cru possible. Chaque respiration tirait sur des muscles déchirés par l'accouchement. Et pourtant, aucune de ces douleurs ne pouvait se comparer à l'expression sur le visage de Julien lorsqu'il regardait leur fils. Ni de la confusion, ni du choc, mais du dégoût. Leur petit garçon n'était au monde que depuis 3 minutes. Camille se souvenait encore de l'infirmière le posant sur sa poitrine, ses petits cris tremblotants résonnant dans la pièce pendant que des larmes coulaient sur son visage. Léo avait la peau chaude, de doux cheveux blonds et des yeux gris-bleus qui clignaient lentement sous les lumières vives. Julien l'avait à peine touché. Puis est venue la phrase qui a tout brisé, « Fais un test ADN. Ce bébé ne peut pas être mon fils. » Au début, Camille a honnêtement cru avoir mal entendu. Son esprit était embrouillé par l'épuisement et les médicaments. Elle l'a regardé d'un air vide, attendant un sourire qui n'est jamais venu. « Julien » a-t-elle chuchoté faiblement. Mais il a reculé du lit comme si l'enfant le dégoûtait. « Ne fais pas ça » a-t-il dit d'un ton plat. « Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. » L'infirmière a réajusté maladroitement la couverture du bébé et a jeté un coup d'œil vers la porte, souhaitant visiblement disparaître. La mère de Camille, Sophie, se tenait figée près du canapé, son sac à main pendait encore à son épaule après s'être précipitée à l'hôpital pendant la tempête de neige. « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi » a fini par craquer Sophie. Julien l'a ignoré. Ses yeux restaient fixés sur Léo. « Ce bébé ne me ressemble pas du tout. » Camille a senti son estomac se nouer. Non pas à cause de l'accusation elle-même, mais à cause du calme avec lequel il l'avait dite. Les gens calmes étaient dangereux. Les gens calmes avaient déjà pris leur décision. Julien, a-t-elle chuchoté à nouveau, les larmes brûlant ses yeux gonflés. Je ne t'ai jamais trompé. Il a lâché un petit rire amer. Les femmes disent toujours ça. Les mots ont frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils sonnaient comme quelque chose de préparé, comme s'il les avait répétés bien avant d'entrer dans cette pièce. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Camille est restée éveillée dans la pénombre de la chambre d'hôpital, écoutant Léo respirer dans le berceau à côté de son lit. La neige continuait de tomber à l'extérieur, recouvrant le parking d'une lueur argentée. Julien n'est jamais remonté. Une infirmière a fini par admettre qu'elle l'avait vu assis seul dans sa voiture pendant près de 2 heures. Le lendemain matin n'a fait qu'empirer les choses. Julien a refusé de signer les papiers de l'acte de naissance. Il regardait à peine Léo. Chaque conversation semblait brève, tendue, empoisonnée par quelque chose que Camille ne comprenait pas totalement. Et sous l'humiliation, sous la peur, un autre sentiment a lentement commencé à s'insinuer dans sa poitrine, la confusion. Parce que le comportement de Julien ne semblait pas impulsif. Cela semblait préparé. Ils étaient mariés depuis 6 ans. Camille connaissait ses habitudes. La façon dont il faisait craquer ses articulations quand il était nerveux. La façon dont il fuyait le contact visuel pendant les disputes. La façon dont sa voix devenait tranchante quand il mentait. Là, il clignait à peine des yeux. Le 2e jour après la naissance, Camille l'a remarqué en train de se disputer discrètement avec quelqu'un dans le couloir. Elle ne pouvait pas entendre chaque mot à travers la porte entr'ouverte, mais elle en a saisi assez. « Pas ici » a sifflé Julien. Un homme a répondu doucement, « Tu avais dit que c'était réglé. » Camille a froncé les sourcils faiblement depuis son lit d'hôpital, mais le temps qu'elle atteigne l'encadrement de la porte,
l'inconnu avait disparu. Qui était-ce? A-t-elle demandé. Julien n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Quelqu'un du boulot. Les gens continuent de travailler pendant que tu es cloué au lit, Camille. La cruauté de sa voix l'a laissé sans voix. Au troisième jour, la tension dans la pièce était devenue insupportable. Sophie détestait ouvertement Julien à présent. Les infirmières échangeaient des regards gênés à chaque fois qu'il entrait. Léo, heureusement inconscient, dormait paisiblement pendant la majeure partie de ce temps. Puis, une autre chose étrange s'est produite. Une infirmière plus âgée, nommée Valérie, est entrée pour prendre les constantes de Camille en soirée. Elle s'est arrêtée près du lit, a regardé Léo pendant un long moment, puis a regardé directement Julien. Quelque chose a changé dans son expression. Pas du jugement, mais de la reconnaissance. Seulement pendant une seconde. Puis ça a disparu. « Ça va, ma chérie ?» a demandé doucement Valérie à Camille. Camille a hoché la tête machinalement, mais Valérie n'avait pas l'air convaincue. Ce même soir, Camille a de nouveau surpris Julien au téléphone près des distributeurs automatiques à l'extérieur de la maternité. « J'ai dit que je m'en occupais, marmonna-t-il durement. Une fois qu'elle aura signé les papiers du rachat de crédit, on en aura fini. » Camille s'est figée derrière le coin du mur. Des papiers de rachat de crédit. Ils avaient discuté de refinancer la maison des mois auparavant, mais rien n'avait encore été fait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Soudain, sa poitrine s'est serrée. Quand Julien a remarqué qu'elle se tenait là, toute son expression s'est durcie. « Tu ne devrais pas encore te promener, a-t-il dit. »« Quel papier de rachat ? » ?»« Bon sang, a-t-il marmonné en se frottant le front. « On est vraiment obligé de faire ça maintenant ? » ?»« Julien, quel papier de rachat ? » Il l'a fixé pendant plusieurs secondes avant de soupirer dramatiquement. « J'essayais de te protéger du stress pendant la grossesse. »« Me protéger de quoi ? » ?»« La maison a des problèmes financiers. » Camille a cligné des yeux, confuse. « De quoi tu parles ? » ?»« On va bien. »« On allait bien, a-t-il corrigé doucement. Cette phrase l'a hanté toute la nuit. On allait bien. Pas on va bien. Pas on ira bien. On allait. Au quatrième jour, Camille a secrètement appelé leur banque pendant que Julien était descendu prendre un café. La femme au bout du fil semblait hésitante. « Madame Laurent, a-t-elle dit prudemment. Un retrait sur l'hypothèque de la maison a été enregistré il y a 3 mois. » Camille s'est redressée malgré la douleur qui lui déchirait l'abdomen. « Quel retrait ? » Le silence à l'autre bout du fil est soudain devenu méfiant. « Madame, votre signature figure sur les formulaires d'autorisation. » Le sang de Camille s'est glacé, car elle n'avait jamais rien signé. Cette nuit-là, elle a à peine dormi. Chaque souvenir de l'année écoulée a commencé à se rejouer différemment dans son esprit. Julien gérant la plupart des finances. Julien insistant pour qu'elle utilise des signatures électroniques parce que la grossesse l'épuisait. Julien prenant des appels privés à l'extérieur de la maison. L'homme qu'elle avait épousé lui semblait soudain être un étranger portant le visage de son mari. Puis est arrivé le 5e jour. La tempête s'était enfin dissipée à l'extérieur. La pâle lumière du soleil traversait les stores de l'hôpital pendant que Camille nourrissait doucement Léo dans son lit. Julien était assis dans le coin, faisant défiler l'écran de son téléphone, à nouveau calme. Trop calme. Des coups secs ont brisé le silence. Le docteur Dubois est entré dans la chambre en tenant un épais dossier médical. Au début, il avait l'air normal. Puis, ses yeux se sont posés sur Julien, et toute couleur a quitté son visage. Pendant une seconde terrifiante, personne n'a bougé. Puis, le docteur Dubois a reculé lentement vers le couloir. « Verrouillez la porte » a-t-il dit doucement. Une infirmière derrière lui s'est immédiatement figée. Le médecin n'a jamais quitté Julien des yeux. Appelez la police tout de suite. Pendant 3 longues secondes après que le docteur Dubois a prononcé ces mots, personne dans la pièce n'a bougé. Le moniteur à côté du lit de Camille continuait son doux bip mécanique. Léo a bougé faiblement dans ses bras, et par la fenêtre de l'hôpital, la circulation lyonnaise roulait paisiblement dans le pâle matin d'hiver, comme si le monde ne venait pas de basculer. Julien a été le premier à parler. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il demandé en se levant lentement de la chaise près du mur. Mais sa voix avait changé. L'arrogance calme que Camille subissait depuis des jours avait soudainement disparu,
remplacé par quelque chose de plus tendu, de plus tranchant et dangereux. Le docteur Dubois a fait un autre pas en arrière dans le couloir. La sécurité est déjà en route, a-t-il dit prudemment. Camille les regardait à tour de rôle, confuse, son pouls battant douloureusement contre les points de suture de son abdomen. Que quelqu'un me dise ce qui se passe. Personne ne lui a répondu. La mâchoire de Julien s'est contractée une fois, puis il a esquissé un sourire fin, sans humour, une expression que Camille ne lui avait jamais vue. Vous vous trompez de personne. Le docteur Dubois n'a pas scié. Je ne pense pas. Le silence qui a suivi a semblé insupportable. Puis Julien a bougé, très vite. Il s'est précipité vers la porte si soudainement que l'infirmière près de l'entrée a hurlé. Le docteur Dubois a trébuché en arrière quand Julien l'a bousculé pour sortir dans le couloir, renversant un chariot de fournitures qui s'est écrasé violemment sur le sol. Julien, a crié instinctivement Camille. Mais il ne s'est jamais retourné. En quelques secondes, des voix ont éclaté à l'extérieur de la chambre. Des agents de sécurité qui criaient, des infirmières qui couraient, des bruits de pas martelant les sols polis de l'hôpital. Et puis, est venu le son dont Camille se souviendrait pour le reste de sa vie. Le crépitement d'un tasé. Un corps frappant le sol. Quelqu'un hurlant, les mains dans le dos. Léo s'est réveillé en pleurant dans ses bras. Camille est restée figée dans le lit d'hôpital tandis que tout son corps tremblait violemment sous la couverture. Sophie s'est précipitée depuis le coin de la pièce et a attrapé l'épaule de Camille. « Ne bouge pas, ma chérie, a-t-elle chuchoté d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe » a haleté Camille. « Maman, qu'est-ce qui se passe » Sophie avait l'air tout aussi terrifiée qu'elle. Deux officiers de police en uniforme sont entrés quelques instants plus tard, suivis par une femme en civil portant un manteau de laine sombre et une carte de la police judiciaire accrochée à sa ceinture. L'expression de la femme s'est légèrement adoucie quand elle a vu Camille tenir le bébé. « Madame Laurent » a-t-elle demandé doucement. Camille a hoché la tête. La femme a fait une pause avant de parler, comme si elle choisissait soigneusement chaque mot. « Je m'appelle Chloé Mercier, je suis commandant à la police judiciaire. » La pièce a tournoyé. Camille a honnêtement cru qu'elle avait des hallucinations dues à l'épuisement. La police judiciaire. Ce mot n'avait pas sa place dans sa vie. Il appartenait aux séries télévisées, aux salles d'audience, aux documentaires criminels, pas aux maternités avec leurs couvertures pastel et leurs nouveau-nés endormis. Il doit y avoir une erreur, a murmuré Camille machinalement. Le commandant Mercier a tiré une chaise près du lit. Je crains que non. Dans le couloir, Camille pouvait encore entendre des cris étouffés et des grésillements de radio. Les petits doigts de Léo se sont recroquevillés instinctivement sur le tissu de sa blouse d'hôpital, tandis que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Qu'est-ce que Julien a fait ? La policière a échangé un regard rapide avec l'un des officiers. Puis elle a posé une question qui a glacé le sang de Camille. Depuis combien de temps connaissez-vous votre mari sous le nom de Julien Laurent ? Connaître, a balbutié Camille. Nous sommes mariés depuis 6 ans, et avant ça. Nous sommes sortis ensemble pendant presque 2 ans. Le commandant Mercier a hoché lentement la tête. Madame Laurent, l'homme que vous avez épousé n'est pas Julien Laurent. Ces mots ont frappé plus fort que l'accusation dans la salle d'accouchement. Camille l'a regardé d'un air vide. Non, a-t-elle murmuré. Non, ce n'est pas possible. Mercier a ouvert une fine chemise et a fait glisser une photographie sur la couverture. La photo montrait Julien, mais plus jeune, plus mince, debout à côté d'une femme que Camille n'avait jamais vue auparavant. Sous la photo, il y avait un autre nom, Maxime Rousseau. Camille a senti le sang quitter son visage. Non, a-t-elle répété faiblement. Nous le traquons depuis plus de 4 ans, a continué prudemment Mercier. Multiples identités, fraude financière, escroquerie en ligne, usurpation d'identité à travers plusieurs régions. Sophie s'est couvert la bouche d'horreur. Camille a baissé les yeux sur la photographie à nouveau. Les yeux étaient les mêmes, la bouche, la posture, mais d'une manière ou d'une autre, l'homme sur la photo avait l'air plus froid, plus méchant, comme si la version assise à côté d'elle tous les jours n'avait été qu'un costume. Il ciblait des femmes avec des situations financières stables, a poursuivi doucement Mercier. En particulier des femmes possédant des biens immobiliers, des comptes d'épargne ou un potentiel d'héritage. La respiration de Camille est devenue superficielle. Non.
Nous pensons qu'il a manipulé ses relations afin d'avoir accès à des actifs financiers. Soudain, chaque souvenir de la dernière année s'est transformé en quelque chose de sordide. Julien insistant pour s'occuper des impôts. Julien encourageant les signatures électroniques. Julien refinançant la maison. Julien l'isolant des décisions financières pendant la grossesse parce qu'il prétendait que le stress n'était pas bon pour le bébé. Le mariage entier de Camille a commencé à s'effondrer dans son esprit comme du bois pourri. Mais elle a dégluti péniblement. Pourquoi maintenant? Pourquoi à l'hôpital? Le docteur Dubois s'est finalement avancé, tenant fermement le dossier médical contre sa poitrine. À cause des analyses de sang. Camille a froncé les sourcils faiblement. Quelles analyses? Le médecin a hésité. Lorsque votre fils est né, un dépistage de routine des antécédents familiaux a soulevé des incohérences. Votre mari avait déclaré n'avoir subi aucune intervention chirurgicale antérieure, mais ses marqueurs médicaux suggéraient le contraire. Julien. Maxime avait toujours détesté les hôpitaux. Il voyait rarement des médecins. Camille a soudain réalisé qu'elle ne s'était jamais posé de questions à ce sujet. Le docteur Dubois a continué prudemment. Il y avait des indications d'une vasectomie pratiquée il y a des années. Camille l'a fixé. Quoi? Nous ne comprenions pas pourquoi il l'avait caché. La pièce est redevenue floue. Mais Léo et son fils a murmuré instinctivement Camille. Je n'ai jamais triché. Nous le savons, a dit doucement le commandant Mercier. Camille a relevé brusquement la tête. La policière a hoché la tête. Nous avons déjà confirmé la paternité. Pour la première fois depuis 5 jours, Camille a senti l'air entrer à nouveau dans ses poumons. Le soulagement l'a frappé si fort que ça faisait presque mal, mais ça n'a duré que quelques secondes. Alors pourquoi m'a-t-il accusé, a-t-elle chuchoté. Personne n'a répondu immédiatement. Et dans ce silence, Camille a lentement compris quelque chose de terrifiant. Parce qu'il ne s'est jamais agi du bébé. Le commandant Mercier s'est légèrement penché en avant. Nous pensons qu'il avait l'intention de vous déstabiliser émotionnellement avant de déposer des demandes de séparation de biens. Camille a cligné des yeux. Quoi? Il a siphonné de grandes parties de vos actifs conjoints au cours des 11 derniers mois. Si vous paraissiez émotionnellement instable après l'accouchement, cela renforcerait sa position juridique concernant la maison et les comptes restants. Sophie a juré entre ses dents. Camille s'est sentie physiquement malade. Il avait prévu ça. L'expression de Mercier s'est durcie. Nous le pensons. Une profonde onde s'est installée dans la poitrine de Camille. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle comprenait soudain à quel point elle avait fait confiance à quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. Elle a repensé à chaque dîner d'anniversaire, à chaque conversation tard dans la nuit, à chaque promesse chuchotée à ses côtés dans le lit. Tout était répété, tout était calculé. Et pourtant, la partie la plus cruelle n'était pas l'argent. C'était Léo. Parce que Maxime avait regardé directement son propre fils nouveau-né et s'en était servi comme d'une arme, sans la moindre hésitation. Camille a baissé les yeux vers le bébé endormi contre sa poitrine. La petite respiration de Léo restait paisible, innocente, intacte de la laideur qui se déroulait autour de lui. Il savait que le bébé était de lui, a-t-elle chuchoté. Le commandant Mercier a hoché la tête d'un air sombre. Oui. Camille a fermé les yeux. Quelque chose s'est brisé en elle, silencieusement. Pas de façon dramatique, pas bruyamment. Juste une rupture de confiance lente, irréversible, si profonde qu'elle en devenait presque physique. Des heures plus tard, après les dépositions officielles et des questions interminables, Camille s'est enfin retrouvée seule dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, tandis que la fonte des neiges s'écoulait régulièrement à l'extérieur des fenêtres. Sophie était descendue prendre un café. Léo dormait à côté du lit, dans son berceau. La télévision fixée près du plafond diffusait les actualités locales en mode silencieux. Puis, soudain, elle l'a vu. Maxime Rousseau, portant toujours le même pull sombre que dans la salle d'accouchement, menotté, escorté par des agents de police à travers le parking de l'hôpital. Le journaliste parlait en silence sous des gros titres défilants que Camille pouvait à peine assimiler. Arrestation d'un suspect d'usurpation d'identité dans un hôpital lyonnais. Camille a fixé l'écran sans cligner des yeux. L'homme qu'on poussait dans le véhicule de police ne ressemblait en rien au mari qu'elle croyait avoir épousé. Et pourtant, d'une manière déchirante,
il était exactement le même. Vers la fin des images, Maxime a brièvement levé la tête vers les caméras. Pendant une seconde effrayante, ses yeux ont croisé l'objectif. Froid, vide, et totalement dénué de peur. Camille a soudain réalisé quelque chose de terrifiant. Son arrestation n'était pas la fin de son cauchemar. C'était seulement le moment où elle en découvrait le véritable nom. Au moment où Camille Laurent a quitté l'hôpital Édouard Herriot, l'histoire s'était déjà répandue dans tout Lyon. Pas l'histoire complète, bien sûr. La société attendait rarement l'histoire complète de nos jours. À ce moment-là, les chaînes d'information locales avaient réduit sa vie à des titres dramatiques et à des images granuleuses tournées devant le parking de l'hôpital. La police judiciaire arrête un escroc à la maternité. Une femme découvre l'identité secrète de son mari après avoir accouché. Chaque file d'attente aux caisses de supermarché semblait afficher son humiliation aux côtés des divorces de célébrités et des scandales politiques. Des inconnus la reconnaissaient dans les cafés, et même pendant les rendez-vous chez le pédiatre pour Léo. Certains avaient l'air compatissants. D'autres semblaient curieux. Quelques-uns semblaient pleins de jugement. Ceux-là étaient les pires. Camille a vite appris que la sympathie du public avait des limites, surtout pour les femmes que la société jugeait trop confiantes. Il y avait toujours une accusation invisible cachée sous la gentillesse des gens. Comment as-tu pu ne pas le savoir? La vérité était simple, parce que l'amour change la façon dont les gens perçoivent le danger, en particulier les personnes seules, en particulier les personnes pleines d'espoir. Le premier mois après l'arrestation de Maxime l'a presque détruite. Physiquement, elle se remettait encore de l'accouchement. Émotionnellement, elle avait l'impression que quelqu'un avait écorché toute sa vie et mis à nu chaque nerf en dessous. Certains matins, elle se réveillait en panique parce qu'elle avait brièvement oublié tout ce qui s'était passé. Puis la réalité revenait d'un seul coup, lourde et étouffante. La situation du prêt immobilier était encore pire que ce que la police pensait initialement. Maxime avait secrètement emprunté de l'argent sur la maison à plusieurs reprises en utilisant de fausses signatures électroniques. Près de 80% des économies de Camille avaient disparu à travers des comptes écrans qu'elle ne comprenait pas. Des cartes de crédit qu'elle n'avait jamais ouvertes sont apparues à son nom. Les agents de recouvrement ont commencé à appeler avant même que Léo n'ait 3 semaines. Et puis est venue l'humiliation sociale. Les parents de l'école primaire Jean Moulin, où Camille enseignait en CE2 depuis près de 7 ans, chuchotaient lorsqu'elle est brièvement revenue pour finaliser les papiers de son congé maternité. Une femme près de la machine à café du secrétariat a baissé la voix et murmuré « Ce pauvre bébé ». Une autre a répondu doucement « Pourtant, il devait bien y avoir des signes ». Camille a entendu chaque mot. À la maison, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. Sophie essayait d'aider, mais l'inquiétude l'avait transformée en quelqu'un de constamment en colère. Elle maudissait Maxime tous les jours, menaçait de procès qu'elle ne pouvait pas s'offrir, et pleurait dès qu'elle pensait que Camille ne regardait pas. Pendant ce temps, la mère de Maxime, Béatrice Rousseau, bien que Camille ait encore du mal à l'appeler par ce nom, laissait des messages vocaux de plus en plus hostiles. « Tu as humilié notre famille publiquement. Tu as ruiné sa vie. Tu aurais dû soutenir ton mari. » Cette cruauté l'impressionnait presque parfois. Même maintenant, les gens trouvaient le moyen de blâmer la femme qui saignait sur un lit d'hôpital plutôt que l'homme qui commettait des crimes graves. Pourtant, la solitude restait la partie la plus difficile. La nuit, après avoir nourri Léo, Camille s'asseyait souvent seule dans le salon plongé dans la pénombre, fixant la rue de banlieue silencieuse devant cette maison que Maxime lui avait presque volée. L'hiver s'est doucement adouci pour laisser place au début du printemps. La neige a fondu sur les trottoirs. Les voisins promenaient leurs chiens sous les pâles couchers de soleil, tandis que sa propre vie restait suspendue entre la peur et les démarches judiciaires. Elle a cessé de se reconnaître. Puis un mardi après-midi, le commandant Chloé Mercier a frappé à sa porte d'entrée, portant 2 gobelets de café et un épais dossier en carton. « Vous avez l'air épuisé », a dit honnêtement Mercier quand Camille a ouvert la porte. Camille a presque ri. « Ça se voit tant que ça. » « Un peu. » Mercier est entré, a jeté un coup d'œil au babyphone sur le comptoir de la cuisine, puis a tendu un café à Camille. « Pour que ce soit clair, a précisé la policière, ce n'est pas une critique. Toutes les jeunes mères ont l'air épuisées. C'est juste que la plupart n'ont pas d'enquête pour fraude financière de grande ampleur en même temps. » Camille a esquissé un sourire fatigué pour la première fois depuis des semaines. Mercier s'est assise à la table de la cuisine et a ouvert lentement le dossier. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer. »
À l'intérieur, il y avait des photographies. Des femmes, d'âges différents, de villes différentes, de milieux différents. Une à Bordeaux, une autre à Lille, une à Strasbourg, et une femme à Marseille tenant la main d'une petite fille. L'estomac de Camille s'est serré. Qu'est-ce que c'est? Des victimes? Mercier a répondu doucement, du moins, celles que nous avons identifiées jusqu'à présent. Camille a de nouveau baissé les yeux. Chaque femme lui ressemblait d'une manière émotionnelle étrange. Pas physiquement, mais spirituellement. Des visages gentils, des yeux confiants. Des femmes qui avaient l'air de s'excuser trop vite et d'aimer trop profondément. Combien, a murmuré Camille. Nous sommes encore en train de les compter. Mercier s'est adossé prudemment. Maxime Rousseau a construit des relations entières autour de manipulations financières, de fausses identités, de fausses entreprises, de faux investissements, de fausses dépendances affectives. Camille a fixé les photographies et la petite fille. L'expression de Mercier s'est légèrement assombrie. C'est sa fille. Camille a levé brusquement les yeux. Quoi? Elle a 14 ans. Elle vit en Provence avec sa mère. Camille s'est de nouveau sentie malade. Il les a abandonnées, elles aussi. Mercier a hoché lentement la tête. Quand l'argent s'est épuisé. La cuisine a soudainement semblé plus froide. Camille a regardé vers le babyphone où Léo dormait à l'étage dans son lit à barreaux, ignorant que la vie de son père s'était brisée à travers la moitié du pays comme du verre éclaté. Il va faire ça toute sa vie, n'est-ce pas, a murmuré Camille. Mercier n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Pas si vous nous aidez. Camille a cligné des yeux. Comment ça? Nous avons assez de preuves pour des accusations de fraude financière, a expliqué Mercier. Mais nous pensons qu'il y a des opérations plus importantes liées à lui. Des comptes d'investissement offshore pour le blanchiment, des réseaux d'usurpation d'identité. Camille a froncé les sourcils faiblement. Je ne connais rien à ce monde-là. Vous le connaissez, lui, a corrigé doucement Mercier. Camille a presque ri à nouveau. Non, a-t-elle dit amèrement. Il s'avère que non. Mais Mercier a secoué la tête. Vous connaissez ses schémas, ses habitudes, ses routines. Vous savez ce qui le rendait nerveux. Vous savez quand il mentait. Camille est restée silencieuse, car cette partie-là était vraie. Au cours des semaines suivantes, la transformation la plus étrange de la vie de Camille a commencé silencieusement dans cette petite cuisine de banlieue. Au début, elle s'est contentée de répondre aux questions. Puis, elle a commencé à se souvenir de choses, de détails très précis. Maxime paniquait toujours à l'approche de la saison des impôts. Il changeait de téléphone tous les 8 mois. Il avait un jour conduit jusqu'à Dijon pour une conférence qui n'avait duré que 3 heures. Il détestait le courrier papier et exigeait une facturation électronique pour tout. Petit à petit, la police a construit des chronologies autour de ses souvenirs. Mercier a commencé à venir régulièrement. Parfois officiellement, parfois simplement en apportant des plats à emporter parce qu'elle se doutait que Camille n'avait pas mangé correctement de la journée. Un soir de pluie, alors que Léo dormait contre son épaule, Camille a ouvert une vieille boîte de rangement pour chercher des papiers de garantie. À la place, elle a trouvé une enveloppe cachée sous d'anciens documents hypothécaires. À l'intérieur se trouvaient 3 passeports. Des noms différents, un même visage. Ses mains se sont mises à trembler violemment. Cette découverte a tout changé. En quelques jours, les enquêteurs ont mis au jour de multiples comptes liés au pseudonyme de Maxime. Des transactions cachées ont refait surface. Des transferts offshore sont apparus. Des sociétés écrans reliées entre elles à travers 3 régions. Et pour la première fois depuis la salle d'accouchement, Camille a cessé de se sentir impuissante. Pas guérie, pas heureuse, mais elle avait trouvé un but. Un soir d'avril pluvieux, Mercier est arrivé à la maison avec une urgence inhabituelle. Nous avons trouvé une autre femme, a-t-elle dit doucement. Camille a levé les yeux des vêtements de bébé qu'elle pliait. En vie? Mercier a hoché la tête. Elle dit que Maxime l'a contacté 2 mois avant votre accouchement. Le sang de Camille s'est glacé. Quoi? Il préparait une autre identité. Camille s'est assise lentement. Même après l'arrestation, même en prétendant être son mari, Maxime préparait déjà sa prochaine victime. Quelque chose a basculé en elle à ce moment-là. Pas du chagrin, pas le cœur brisé.
de la colère. Une colère pure et concentrée. Pendant des semaines, Camille s'était noyée dans l'humiliation, remettant en question son intelligence, rejouant chaque mensonge qu'elle n'avait pas su détecter. Mais soudain, elle a vu la vérité clairement. Maxime avait survécu parce que les femmes se blâmaient plus vite que le monde ne blâmait les hommes comme lui. Cette réalisation l'a endurcie. À partir de ce moment, elle a arrêté de s'excuser pendant les interrogatoires, arrêté de minimiser ses instincts, arrêté de s'effacer pour mettre les autres à l'aise. Elle a appris le jargon financier, a examiné les preuves, a assisté à des réunions judiciaires tout en berçant doucement Léo sur ses genoux. Et chaque nouveau détail la rendait plus forte, en particulier les enregistrements. Car finalement, les enquêteurs ont récupéré des fichiers audio supprimés de la sauvegarde cloud de Maxime. Un extrait durait moins de 30 secondes, mais il a tout changé. Camille était assise à côté du commandant Mercier dans le bureau de la police, écoutant avec un casque audio tandis que la voix de Maxime emplissait la pièce. Si elle s'effondre émotionnellement après la naissance, disait-il d'un ton désinvolte, la maison sera plus facile à prendre. Camille a fermé les yeux. Mercier a discrètement mis l'enregistrement en pause. Pendant un long moment, aucune des deux femmes n'a parlé. Puis Camille a retiré délicatement le casque et a regardé par la fenêtre du bureau vers la ligne d'horizon sombre de la ville. « Il pensait que je resterais brisée », a-t-elle dit doucement. Mercier a hoché la tête une fois. « Ce qu'il n'a pas compris, a poursuivi Camille, c'est que les femmes survivent à des choses comme lui tous les jours. » Dehors, la pluie tapait régulièrement contre la vitre, et pour la première fois depuis la salle d'accouchement, Camille ne se sentait plus comme la victime de sa propre histoire. Elle se sentait comme la tempête qui finissait par inverser son cours. Au moment où Maxime Rousseau est entré au palais de justice de Lyon en septembre de cette année-là, l'affaire qui l'entourait était devenue bien plus vaste qu'une simple fraude locale. 3 autres juridictions avaient ouvert des enquêtes. 2 anciens associés commerciaux avaient accepté de plaider coupable en échange d'informations. Les analystes financiers avaient découvert que près de 4 millions d'euros avaient transité par de fausses sociétés de conseil, des comptes de retraite falsifiés et des sociétés écrans liées à des identités volées. Mais malgré tout cela, Maxime est tout de même entré dans la salle d'audience en souriant. C'est la partie que Camille n'a jamais oubliée. Pas exactement de l'arrogance, mais de la confiance. La confiance d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à échapper aux conséquences. Le tribunal correctionnel sentait légèrement le bois poli et le vieux papier. Des journalistes s'agglutinaient près de l'entrée de sécurité au rez-de-chaussée, tandis que des avocats se déplaçaient d'un pas vif dans les couloirs de marbre, portant des porte-documents trop pleins et des tasses de café intactes. Camille était assise à côté du commandant Chloé Mercier devant la salle 4B, tenant fermement le sac à langer de Léo sur ses genoux. Même si Léo était en sécurité avec Sophie à la maison, le sac la réconfortait. Il lui rappelait pourquoi elle était là. Prête, a demandé doucement Mercier. Camille a baissé les yeux sur ses mains. Non, a-t-elle admis honnêtement. Puis, elle s'est levée quand même. À l'intérieur de la salle d'audience, Maxime a à peine réagi quand Camille est entrée. Il était assis à côté de son avocat, portant un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que la mensualité du prêt immobilier de Camille. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, son visage plus mince après des mois de détention provisoire. Mais ses yeux étaient exactement les mêmes. Froid, contrôlé, observant tout. Pendant un moment étrange, Camille s'est souvenue de la première fois qu'elle l'avait rencontré lors d'une collecte de fonds caritative à Annecy, 6 ans plus tôt. Il avait porté son manteau jusqu'à la voiture pendant une tempête de neige et avait parlé avec douceur de son désir d'une vie de famille tranquille un jour. Le souvenir ne la faisait plus souffrir. Il la dégoûtait. L'avocat de Maxime a adopté une approche agressive dès le début. Leur stratégie était évidente, faire passer Camille pour une personne émotionnellement instable, dépassée, peu fiable. Une femme en plein postpartum, confuse, qui comprenait mal des finances compliquées. Au début, ça a presque marché. L'avocat de la défense parlait de manière fluide et prudente. « Madame Laurent, a-t-il dit pendant le contre-interrogatoire, vous vous remettiez d'un accouchement pendant la plupart de ces événements, n'est-ce pas ? » Oui. Vous étiez sous traitement médical par moment. Oui. Vous étiez en détresse émotionnelle. Camille a fait une pause. Oui. L'avocat a hoché lentement la tête, comme s'il tentait de susciter de la sympathie. Et votre mari a demandé un test ADN parce qu'il croyait sincèrement que l'enfant pouvait ne pas être le sien.
La salle d'audience est devenue très silencieuse. Camille a regardé vers Maxime. Il a soutenu son regard calmement, attendant. Même maintenant, il voulait qu'elle ait honte. Elle l'a réalisé soudainement, avec une clarté parfaite. Pas vaincue. Honteuse. Parce que la honte fait taire les gens bien mieux que la peur ne pourrait jamais le faire. Camille s'est redressée lentement sur la chaise des témoins. Non, a-t-elle dit doucement. L'avocat a souri poliment. Mais c'était la préoccupation qu'il avait exprimée. Non, a répété Camille. C'était sa stratégie. Un léger frémissement a parcouru la salle d'audience. Le sourire de l'avocat s'est légèrement crispé. Madame Laurent, êtes-vous en train de suggérer que mon client a délibérément fabriqué des inquiétudes concernant la paternité? Camille s'est tournée vers les juges. Puis, elle a répondu avec la voix la plus calme qu'elle a pu trouver. Je dis qu'il a regardé son propre fils nouveau-né, 3 minutes après sa naissance, et m'a accusé d'adultère parce qu'il pensait que l'humiliation me rendrait plus facile à contrôler. Le silence. Un silence absolu. Même l'avocat de la défense a hésité. Et pour la première fois de la matinée, Maxime a eu l'air irrité. Juste brièvement, mais Camille l'a vu. Le dossier du procureur est devenu dévastateur après ça. Un témoin après l'autre a démantelé la vie que Maxime s'était construite par le mensonge. Un expert comptable a expliqué les sociétés écrans. Un analyste numérique a détaillé les signatures falsifiées et les transferts financiers manipulés. Des femmes de Normandie, de Bretagne et d'Alsace ont témoigné par visioconférence sur des relations étrangement similaires à celles de Camille. Le charme. La dépendance émotionnelle, l'enchevêtrement financier, la trahison. Une femme a pleuré en décrivant comment Maxime s'était volatilisé après avoir vidé le règlement d'assurance vie de son défunt mari. Une autre a admis qu'elle avait failli perdre la garde de ses enfants après qu'il ait détruit son crédit avant de disparaître. Camille a observé le jury attentivement pendant chaque témoignage. Au 3e jour, plusieurs membres du tribunal ne regardaient plus Maxime avec curiosité. Ils le regardaient avec répulsion. Pourtant, le moment le plus fort est arrivé de façon inattendue. Le procureur de la République, Thomas Martin, s'est levé devant le tribunal en tenant une transcription imprimée. Monsieur le Président, a-t-il dit. Le ministère public souhaite produire une preuve audio récupérée dans les archives cloud cryptées de l'accusé. Maxime a enfin réagi visiblement. Pas de la panique, mais de la tension. Son avocat a immédiatement fait objection, bien sûr, contestant le contexte, l'admissibilité et l'authentification. Le juge l'a rejeté. Camille a senti son pouce accélérer. Le procureur a appuyé sur un bouton. La voix de Maxime a rempli les haut-parleurs de la salle d'audience. Claire, calme, cruelle. Si elle s'effondre émotionnellement après la naissance, disait-il d'un ton désinvolte, la maison sera plus facile à prendre. Personne n'a bougé. L'enregistrement a continué. De toute façon, elle me fait une confiance aveugle. Une deuxième voix masculine a ri doucement. Puis Maxime a ajouté la phrase qui a fait voler en éclats toute la sympathie qui aurait pu rester dans la pièce. Les femmes comme elles le font toujours. L'audio s'est terminé, et soudain, toute la salle d'audience a semblé plus froide. Camille n'a pas regardé Maxime immédiatement. Au lieu de cela, elle a observé l'assistance. Une femme plus âgée, au bout de la rangée, a lentement retiré ses lunettes et a fixé le banc des accusés avec un dégoût visible. Un jeune homme a secoué faiblement la tête. Quelqu'un dans le public a murmuré « Mon Dieu ». C'est alors seulement que Camille s'est enfin tournée vers Maxime. Pour la première fois depuis la chambre d'hôpital, il avait l'air incertain. Ni plein de remords, ni désolé, juste en colère que le contrôle lui échappe. Le verdict est tombé 2 jours plus tard. Coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique, d'usurpation d'identité, de manipulation financière et de blanchiment d'argent. Maxime n'a montré presque aucune émotion lors de la lecture des chefs d'accusation. Mais Camille a remarqué le minuscule mouvement de sa mâchoire à chaque fois qu'une nouvelle condamnation tombait, comme des fissures se propageant dans du béton. Puis est venue la sentence. Une lourde peine dans un centre pénitentiaire, assez longue pour que Léo devienne un homme adulte avant que Maxime Rousseau ne marche à nouveau libre. À la sortie du palais de justice, les journalistes se pressaient sur les marches, sous les flashs des appareils photo et le vent froid de l'automne. Camille a failli les éviter. Puis elle s'est souvenue de l'enregistrement à nouveau.
Les femmes comme elles le font toujours. Alors, au lieu de s'éloigner, elle s'est avancée vers les micros. La foule s'est immédiatement tue. Un journaliste a posé la question évidente en premier. Madame Laurent, qu'est-ce que cela fait de voir la justice rendue aujourd'hui? Camille a longuement réfléchi avant de répondre, parce que la vengeance, elle l'avait appris, était rarement ce moment cinématographique et hurlant que les gens imaginaient. La vraie vengeance était plus silencieuse, plus profonde. Je ne me sens pas victorieuse, a-t-elle dit. Honnêtement, je me sens libre. Les caméras restaient braquées sur elle. Camille a continué. Pendant longtemps, je me suis blâmé d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Mais les prédateurs survivent parce que les gens décents supposent que l'honnêteté existe toujours dans le monde. Ce n'est pas une faiblesse. Sa voix a légèrement tremblé, puis s'est stabilisée. La honte appartient à la personne qui manipule la confiance, pas à celle qui l'a offerte sincèrement. Quelque part derrière les journalistes, Chloé Mercier a esquissé un léger sourire. Puis, une autre voix a appelé Camille. Béatrice Rousseau. La mère de Maxime se tenait près des marches du tribunal, serrant un mouchoir et tremblant. Elle avait l'air plus âgée maintenant, d'une certaine manière plus petite que la femme furieuse des messages vocaux. Camille s'est raidie instinctivement. Mais Béatrice s'est approchée lentement, les yeux rougis par les larmes. « Je vous dois des excuses » a-t-elle chuchoté. Camille n'a rien dit. La bouche de Béatrice a tremblé. « Je savais que quelque chose n'allait pas chez lui il y a des années » a-t-elle admis doucement. Et j'ai continué à faire semblant que non. L'honnêteté de cette phrase a frappé plus fort que des excuses ne l'auraient fait. Les larmes ont rempli les yeux de Béatrice. Vous et ce bébé méritiez mieux. Camille l'a regardé pendant un long moment. Puis, doucement, elle a hoché la tête une fois. Pas le pardon, pas la réconciliation, juste une reconnaissance. Parce que la guérison n'exigeait pas de rouvrir chaque blessure. Alors que les policiers escortaient Maxime vers le fourgon de transfert, il a brièvement tourné la tête vers Camille une dernière fois. L'ancienne version d'elle-même aurait peut-être détourné le regard. Cette version-ci ne l'a pas fait. Elle a soutenu son regard calmement tandis que le vent froid de Lyon balayait le parvis du tribunal. Aucune peur, aucune honte. Et quelque part derrière toute la douleur qu'il avait causée, Maxime a finalement semblé comprendre quelque chose. La femme qu'il avait essayé de détruire lui avait survécu. C'était la seule issue qu'il n'avait jamais prévue. Un an après le procès, Camille Laurent se tenait sous des guirlandes de lumières ambrées dans le gymnase de l'école primaire Jean Moulin. Tandis que des enfants portant des couronnes de feuilles en papier couraient en riant entre des tables pliantes couvertes de pommes d'amour et de citrouilles en papier crépon. Dehors, en ce mois d'octobre, la pluie tapotait doucement contre les fenêtres. À l'intérieur, la fête d'automne de l'école bourdonnait de cette sorte de bonheur ordinaire que Camille croyait avoir perdu pour toujours. Léo était assis sur sa hanche, portant un minuscule pull en tricot que Sophie avait fait à la main. Ses cheveux blonds bouclaient légèrement près de ses oreilles maintenant, et toutes les quelques minutes, il pointait du doigt les autres enfants avec excitation, comme s'il était désespéré de les rejoindre, même s'il était trop jeune pour comprendre les jeux. Camille a embrassé le côté de sa tête d'un air distrait. Un an plus tôt, elle était sortie du tribunal émotionnellement vide, physiquement épuisée, et terrifiée à l'idée de devoir reconstruire une vie qui avait été financièrement et psychologiquement démantelée pièce par pièce. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, elle était de nouveau debout. Pas parfaitement, pas magiquement guérie, mais honnêtement debout. La guérison, avait-elle appris, ne se produisait pas d'un seul coup. Elle arrivait silencieusement, par la répétition, payer les factures à temps, dormir à nouveau des nuits complètes, rire de façon inattendue pour de petites choses, réaliser qu'on a passé plusieurs heures sans penser à la personne qui nous a fait du mal. La maison était à elle maintenant. Après la condamnation, les équipes de recouvrement ont réussi à récupérer une grande partie des fonds volés. Pas tout, mais assez pour stabiliser sa vie. Le prêt immobilier avait été renégocié. Les dettes frauduleuses avaient été effacées. Sa cote de crédit s'était lentement redressée. Mais la chose la plus importante que Camille avait retrouvée était plus difficile à mesurer, son propre jugement. Pendant des mois après l'arrestation de Maxime, elle avait remis en question chaque instinct auquel elle s'était jamais fiée. Elle repassait des conversations en boucle, cherchant de manière obsessionnelle les signes avant-coureurs qu'elle avait manqués, se demandant si elle n'avait pas tout simplement été stupide depuis le début. La thérapie a changé ça. La maternité aussi.
Parce que Léo dépendait entièrement d'elle, et les enfants ont cette étrange façon de forcer les adultes à revenir au moment présent. Les bébés ne se soucient pas de l'humiliation ou de la trahison. Ils ont besoin de chaleur, de biberons, de vêtements propres, de berceuses. Ils ont besoin de quelqu'un qui reste. Camille est devenue cette personne chaque jour. Et quelque part en cours de route, elle a cessé de se définir par ce qu'on lui avait fait. Près de la table des rafraîchissements, le directeur Lemaire lui a fait un signe chaleureux. « Vous revenez à temps plein après Noël ?» a-t-il demandé. Camille a souri. « C'est le plan. » « Eh bien, » a-t-il dit doucement, « les élèves de CE2 posent des questions sur vous depuis des mois. » Elle a ri doucement. « Je ne suis pas sûr que ce soit bon signe. » Ça l'est, a assuré Lemaire. Les enfants savent qu'il les fait se sentir en sécurité. Cette phrase est restée en elle après qu'il s'est éloigné. En sécurité. Pendant la plus grande partie de son mariage, Camille avait confondu les apparences calmes avec la sécurité. Maxime l'avait bien compris. Les hommes comme lui le comprenaient souvent. Ils apprenaient à imiter la stabilité tout en créant silencieusement de la dépendance en dessous. La vraie sécurité, Camille a fini par le réaliser, avait un tout autre visage. Elle avait l'air honnête, prévisible, gentille. Plus tard dans la soirée, pendant que Léo dormait dans sa poussette près du mur du gymnase, une jeune femme s'est approchée de Camille avec hésitation. « Madame Laurent. » Camille s'est retournée poliment. La femme avait peut-être 27 ans, une alliance au doigt, les yeux fatigués, le mascara légèrement coulé comme si elle avait pleuré récemment dans des toilettes quelque part. « Je suis désolée de vous déranger, » a-t-elle dit rapidement. « Je vous ai reconnu aux actualités l'année dernière. » Camille s'est raidie automatiquement, une vieille gêne vacillant dans sa poitrine. Mais la femme a baissé la voix. « Mon mari contrôle tout notre argent, » a-t-elle murmuré. « Chaque compte, chaque facture, et dernièrement. » Sa gorge s'est nouée. « Dernièrement, j'ai l'impression de devenir folle. » Camille l'a regardé attentivement. C'était encore là. Ce même regard qu'elle avait vu sur les photographies que le commandant Mercier lui avait montrées la première fois, des femmes intelligentes noyées dans le doute parce que quelqu'un d'autre profitait de leur confusion. « Comment vous appelez-vous » a demandé doucement Camille. « Léa. » Camille a tiré la chaise à côté d'elle. « Asseyez-vous, Léa. » La jeune femme s'est assise lentement pendant que des larmes perlaient dans ses yeux. Et pendant les 20 minutes qui ont suivi, sous les décorations bon marché du gymnase et le bruit lointain des enfants qui riaient, Camille a écouté. Vraiment écouté. Pas avec jugement, pas avec supériorité, juste avec compréhension. À cette époque, Camille avait commencé à faire du bénévolat 2 fois par mois dans un centre d'aide aux femmes à Lyon. Au début, elle s'était contentée de parler de gestion financière et de sensibilisation à la fraude. Finalement, ce travail est devenu quelque chose de plus profond, aider les femmes à reconnaître la manipulation avant qu'elles ne détruisent complètement leur identité. La vengeance que les gens imaginent implique généralement un effondrement dramatique, une humiliation publique, une douleur renvoyée parfaitement à sa source. Mais la vraie vengeance, Camille l'avait appris, était souvent plus silencieuse que ça. La vraie vengeance consistait à devenir le genre de personne capable de sortir quelqu'un d'autre des ténèbres auxquelles on avait soi-même survécu. Des semaines plus tard, peu avant les fêtes de fin d'année, Camille a reçu une lettre avec le cachet de la poste d'un centre pénitentiaire dans le sud de la France. Elle a reconnu l'écriture instantanément. Son estomac s'est serré avant même qu'elle ne l'ouvre. Maxime. La lettre ne faisait que 2 pages. Pas d'excuses, pas de remords sincères. Surtout des explications déguisées en réflexion. Le langage d'un homme qui essayait encore de contrôler la façon dont les gens se souvenaient de lui. Vers la fin est venue la véritable raison de la lettre. « J'aimerais rencontrer mon fils un jour. » Camille a fixé la phrase pendant un long moment. Par la fenêtre de sa cuisine, la neige du soir dérivait lentement sur la rue de banlieue silencieuse. Léo était assis dans sa chaise haute tout près, écrasant joyeusement des morceaux de banane sur son plateau pendant qu'une musique de dessin animé jouait doucement en fond. Pendant un instant dangereux, la culpabilité l'a effleuré. Pas une culpabilité amoureuse, mais maternelle. La peur qu'un jour, Léo puisse lui en vouloir d'avoir tenu son père éloigné. Puis, elle s'est souvenue de la salle d'accouchement, de l'accusation, de l'humiliation calculée, de l'enregistrement. Si elle s'effondre émotionnellement après la naissance, la maison sera plus facile à prendre.
Camille a plié la lettre soigneusement et l'a remise dans l'enveloppe. Certaines personnes confondaient le pardon avec l'accès. Ce n'était pas la même chose. Le lendemain matin, elle a envoyé une courte réponse par l'intermédiaire du conseiller pénitentiaire de Maxime, Léo est aimé, protégé et en sécurité. Cela suffit. Ensuite, elle s'est sentie étrangement en paix. Pas triomphante, pas en colère, simplement certaine. En décembre, la vie s'était installée dans une belle banalité. Des matins tôt, des dépôts à la crèche, des réunions parents-professeurs, du café réchauffé 3 fois avant qu'elle ne le finisse. Sophie passait constamment, gâtant Léo sans vergogne, et faisant semblant de ne pas pleurer à chaque fois qu'il tendait les bras vers elle. Le commandant Chloé Mercier prenait aussi des nouvelles de temps en temps, bien qu'au fil du temps, leur conversation soit devenue moins axée sur les affaires judiciaires et plus sur la vie. Un après-midi de neige, Mercier a admis doucement pendant un déjeuner, « Vous savez, la plupart des gens ne sortent pas d'une telle épreuve en étant encore capables de faire confiance à qui que ce soit. » Camille y a longuement réfléchi. Puis, elle a regardé Léo qui coloriait près de la fenêtre du restaurant. « Je ne pense pas que la confiance soit le problème, » a-t-elle dit doucement. « Je pense qu'il faut juste apprendre qui la mérite. » La veille de Noël, après que Léo s'est enfin endormi, Camille est restée seule près du sapin du salon, regardant les lumières colorées scintiller doucement sur les murs de la maison qu'elle avait failli perdre. Le silence semblait paisible à présent. Aucune peur ne se cachait en dessous. Aucune manipulation n'attendait derrière les portes fermées. Juste le calme. Elle a pensé à la femme qu'elle était autrefois, épuisée sur un lit d'hôpital, serrant son fils nouveau-né pendant que l'homme à côté d'elle essayait de briser son esprit avant même qu'elle ne puisse se remettre debout. Cette femme avait cru que sa vie se terminait. Elle ne savait pas qu'elle venait en fait de commencer. Et quelque part très loin, derrière les murs d'une prison et des grilles verrouillées, Maxime Rousseau passerait des années à vivre avec la seule chose que les hommes comme lui craignent le plus, l'indifférence. Car la femme qu'il avait essayé d'humilier publiquement avait fait quelque chose de bien plus puissant que de se venger. Elle avait construit une vie magnifique après lui.